C'est quoi la mission la plus dangereuse? Est-ce que tu as des indices, par exemple? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire cramer? Comment ça se fait que c'est un métier aussi peu exercé? Quelle est la mission la plus déroutante que vous avez pu faire? Est-ce que les transactions se font dans une mallette dans un parc sans se regarder ou pas? Imaginez que vous ayez eu l'occasion de rencontrer un détective privé et que vous puissiez lui poser toutes vos questions, sans tabou, sans limite. Trois inconnus sont venus échanger à l'aveugle avec notre invité. Séparés par un rideau, ils s'entendent mais ne se voient pas. Alors là, c'est vraiment sorti du principe des grandes séries américaines, etc. Mais est-ce que tu as des indices, par exemple, avec qui tu travailles? Alors, oui. On a un réseau de personnes qui ont des connaissances et qui ont accès à des informations pas interdites, hein, mais facilitées, on va dire, qui restent des informations publiques mais facilitées. Et on travaille régulièrement avec eux, surtout pour des recherches administratives. Ouais. Et ben, par exemple, quand on va avoir des recherches familiales à faire, on peut avoir des contacts généalogistes qui vont avoir accès à des archives, par exemple. Ça va être sur des recherches au niveau état civil, au niveau biens immobiliers, etc., etc. En général, oui, c'est pas des gens qu'on trouve dans la rue. Après, je sais qu'il y a des détectives qui vont travailler avec des sources plus ou moins légales, d'ailleurs plus illégales que légales, c'est-à-dire de personnes qui vont travailler, supposons, chez EDF, et qui vont avoir accès du coup à des listings, ce qui est interdit en soi. Mais est-ce que les transactions se font dans une mallette dans un parc sans se regarder ou pas? Non, ça se fait à notre bureau. Oh. Et du coup, je voulais savoir aussi, c'est quoi la mission la plus dangereuse auquel vous avez participé? Sans doute une mission où une femme nous a contactés pour une problématique de garde d'enfants, puisque son ex-conjoint, voulant obtenir la garde des enfants, mentait sur son lieu de travail et sur sa situation de vie en fait globalement, sur là où il habitait et là où il travaillait. En l'occurrence, il travaillait pas et il habitait pas du tout là où il disait qu'il habite. Mais cet homme-là, en l'occurrence, était particulièrement connu des forces de police parce que pour trafic d'armes, pour trafic de drogue et violence vis-à-vis de sa femme, de son ex-femme. Et en l'occurrence, le dossier, donc on l'a bouclé, on a pu prouver tout ce qu'on avait à prouver, sauf que nos rapports d'enquête, ils sont nominatifs. C'est-à-dire qu'on peut difficilement les anonymiser, ils sont signés de notre nom, sinon il y a au moins le tampon de l'agence derrière. Donc la partie adverse, quand elle comprend qu'elle a fait l'objet d'une enquête, quand elle a le rapport d'enquête, peut se retourner contre nous. C'est-à-dire que l'homme en question m'a contacté pour me dire « Ouais, c'est vous le détective là qui m'avez suivi? Ouais, vous inquiétez pas, je vais vous retrouver. Vous êtes à tel endroit, je vais venir, etc. » Donc on prend quand même ces risques-là. Maintenant, je le disais tout à l'heure, mais le fait de s'en prendre à un détective aujourd'hui, c'est une circonstance aggravante. Donc, et lui, accessoirement, il cherche à obtenir la garde de ses enfants, donc il ira pas non plus trop loin. Il avait même menacé aussi l'avocate de ma cliente. Il était connu pour ça aussi, mais c'est pas aller plus loin. Moi, j'ai une question. Dans ma position de civil, entre guillemets, il y a plein de choses. Il y a plein de situations où on voit les limites de la police, du coup, des agissements de la police, où on fait appel à eux et au final, il n'y a pas de suite. Donc, je pense par exemple aux violences conjugales, où on peut rien faire parce qu'on sait pas, ou on peut rien faire parce que, voilà. Est-ce qu'il serait possible, par exemple, de mandater un détective privé, justement, dans le cadre d'un soupçon de violence conjugale? Carrément. On a souvent des demandes, pas forcément, aussi des violences conjugales, mais aussi, par exemple, des faits de harcèlement. Okay. Où on a des clientes qui nous disent « Bon, bah, je suis allé à la police, mais en fait, j'ai tellement peu de preuves de harcèlement qu'en gros, ils acceptent même pas ma plainte. » Alors normalement, ils n'ont pas le droit de ne pas accepter de plainte, mais bon. Mais du coup, elle a besoin d'éléments supplémentaires. On a un dossier, par exemple, où on a intervenu, on a retrouvé un micro-espion dans l'armoire, dans la chambre de la femme, qui avait été placé par son ex, qui du coup espionnait toutes ses conversations, etc., qu'elle pouvait avoir dans sa chambre. Bah, c'est le fait d'avoir retrouvé ça qui lui a permis d'aller ensuite à la police avec ça, de façon à ce qu'ils identifient ensuite le matériel et tout, quoi. Est-ce que c'est un cliché que la plupart des enquêtes, ça soit souvent autour de la tromperie? De plus en plus, ouais. Parce que on n'a pas que ça comme affaire. Et aujourd'hui, je dirais que dans mon cas, les histoires d'adultère, de tromperie, ça représente peut-être 25% de mes affaires. Le reste, c'est, pour les particuliers, ça va être de la disparition, de la recherche de personnes disparues. Ça va être des affaires de harcèlement. Ça va être, dans le cadre d'un divorce, des problèmes de dissimulation de revenus. Bref, c'est très large. On travaille aussi pour les entreprises. Par exemple, en concurrence déloyale, en vol, en interne, en recherche de débiteurs, par exemple. Et puis, on va travailler, par exemple, pour des mairies qui ont des polices municipales mais qui ne peuvent pas faire d'investigation. Et elles font appel
à des détectives sur des histoires de dégradation urbaine, de dépôts d'ordures sauvages par exemple, ou pour surveiller des agents municipaux qui travailleraient au black. Est-ce que ça t'est déjà arrivé parfois, t'enquêtes sur quelque chose, genre une affaire peut-être qui te semble banale ou un adultère ou je sais pas, et au final tu tombes sur un truc hardcore ou 10 fois pire ou une sale affaire ou je sais pas, tu vois? Ouais. Ok. Ah oui, bah ça arrive souvent. Hein. Quoi? Mais on a eu plein de cas avec des confrères qui étaient mandatés pour des histoires d'adultère, qui suivent la personne, en l'occurrence une femme, dans son immeuble jusqu'à son appartement. Il y a personne dans son appartement, il y a que son chien et elle, quoi. Quoi? Mec. Bah, Mec! t'as compris, quoi. Finis ta phrase, mec! Bah, c'est-à-dire que le client, lui, comprenait pas parce qu'il était persuadé qu'il la trompait, et en fait, enfin, je sais pas si on peut appeler ça de la tromperie, ceci dit. Mais du coup, voilà. Non, attends, finis ta phrase, frère! Quoi? Bah, sur les coups de 22h, 23h, mon confrère sur place a commencé à entendre des bruits particulièrement équivoques, non équivoques, et en fait, bah voilà, elle se tapait son chien, quoi. Réécoute ta phrase! En fait, voilà. Tu mets quoi sur ton rapport, là? En général, on fait pas un rapport sur ça. Attends, t'as un rendez-vous avec ton client, tu dis quoi? Waouh! Non, mais on fait pas un rapport d'enquête sur ça, c'est-à-dire que ça va pas aller en justice. Le client, il va pas dire en justice, monsieur le juge, elle me trompe avec mon chien. Bah, déjà, c'est illégal de se taper son yinche, pour Mmh. commencer. De 1. Donc, j'espère bien qu'il y a un rapport d'enquête. Et puis ensuite, ça se passe comment face au client? Tu lui dis quoi? Après, alors ça, c'est pas un dossier que j'ai géré, c'est mon confrère qui l'a géré. Ouais, je sais pas comment mais... il lui a annoncé, mais à mon avis... Tu peux t'imaginer. Oui, bah, je suppose qu'il l'a mal pris, mais... Non, mais t'imagines avoir le tact, bon, écoutez, monsieur, voilà, adultère, c'est un chien. Il va rigoler, il va dire, ouais, t'es gueule, franchement... Mais tu vois, c'est aussi pour ça que dans les formations de détectives, t'as aussi des cours de psychologie. Il y a aussi des cours de psychologie parce que ça soit pour les clients paranoïaques qu'on peut avoir ou justement pour pouvoir annoncer une situation, tu as besoin de savoir faire preuve d'empathie, de savoir faire preuve de tout ça pour pouvoir expliquer les choses sans que la personne rentre en mode je vais tout péter et voilà, quoi. C'est quoi du coup la demande la plus improbable que t'aies jamais eue? Une demande que j'ai refusée parce que justement trop improbable. En fait, il faut bien savoir que dans nos clients, on a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des troubles psychologiques, qui peuvent être paranoïaques, qui peuvent être qui appellent des détectives parce que elles sont persuadées d'être suivies, persuadées d'être espionnées, persuadées de tout ça. Parfois, ça peut être vrai, hein, mais parfois, quand on les a au téléphone et qu'on entend leur discours, on se rend compte à quel point c'est décousu et invraisemblable. Et j'ai eu le cas, effectivement, d'une femme qui m'appelait parce que partout où elle allait, elle retrouvait des trombones et des élastiques. Elle trouvait ça louche et elle était persuadée d'avoir démantelé un réseau de mafia. Elle était allée à la police, mais à la police, on lui a rionné et par terre, elle a retrouvé un trombone. Donc, elle s'est dit que la police était dans le coup. Donc oui, on a pas mal de demandes assez invraisemblables comme ça. Je voulais te demander, déjà, c'est quoi le rôle le plus drôle que tu as eu à incarner? Est-ce que tu es doué pour ça? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que, enfin, c'est comment? Je te dis n'importe quoi. Tu dois aller pister une femme qui est au hammam, tu dois mettre une perruque, un petit maillot de pièce. C'est comment? Tu vois ce que je veux dire? Des implants mammaires et puis Bonjour, je suis là pour le hammam. Non, en fait, on va pas aller jusque-là. Et puis, si tu veux, on travaille en collaboration avec d'autres détectives. Et chacun a un peu ses qualités, ses avantages, ses atouts par rapport aux autres. L'adrénaline, ouais, elle est là, tout le temps. Même si tu te mets pas dans des scénarios, etc. Mais le simple fait d'être dans ta voiture depuis 6 heures, d'attendre, de t'endormir à moitié, et là, tu as la personne qui sort de chez elle, et tu commences la filature en voiture, là, tu as l'adrénaline qui commence. Mais selon la situation, on va faire appel à des enquêteurs, par exemple, qui passent super bien dans les cités, ou alors à des enquêteurs qui ont plutôt une carrure d'anciens flics, ou alors à des femmes, parce que justement, typiquement, moi je suis associé à une consoeur, donc, qui va pouvoir passer beaucoup plus facilement dans des lieux, que ce soit des salles de sport plutôt féminines, que ce soit, comme tu disais, le hammam par exemple.
Voilà. Elle a un chien, donc c'est très bien. Quand il s'agit de suivre quelqu'un qui va promener son chien, bah, on y va avec le chien, et puis voilà, quoi. Ça rend vraiment parano. Et encore plus quand t'es à deux. Et quand t'es un homme et une femme. T'es un couple. Personne ne soupçonne un couple. Dans le cadre de ton métier, tu peux avoir des armes, enfin, est-ce que tu es équipé, des Non. menottes? Non, absolument pas. On a autant de droits que n'importe quel citoyen à ce niveau-là. On n'a pas le droit au port d'armes. On fait partie du secteur de la sécurité privée, comme les agents de sécurité qui, eux, peuvent avoir droit au port d'armes. Mais on est minoritaire dans ce secteur-là et on n'a pas du tout droit à ça. Mais du coup, justement, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire cramer? Oui. Et, Oupsies. une fois. Alors, en général, quand les détectives se font cramer, c'est à cause du client. Parce que, par exemple, on va être en mission et le client va péter un câble et dire à sa femme « De toute façon, je te fais suivre. » Et nous, bah, on est en planque à ce moment-là. Et du coup, Avec on vient le nous journal. voir, voilà. Ou alors, bah, moi, la fois où je me suis fait cramer, justement, c'était dès le premier jour de l'enquête. On venait d'accepter le dossier. C'est un homme qui nous a contactés pour une affaire d'adultère, pour suivre sa femme. Ils habitaient plus ensemble, mais bon, ils étaient toujours mariés. Ok. On commence l'enquête. Premier jour, elle sort de son impasse. Nous, on était garés bien plus loin. Elle roule, doucement, doucement. Elle arrive à notre niveau. Elle s'arrête et elle nous regarde par la fenêtre. Je fais comme si j'étais en train de jouer à Mario, tranquillement. Et puis elle repart. Moi, je me dis, bon, je vais laisser passer 5 minutes, puis je reprendrai la filature un peu plus tard. Hein. J'essaie de la rattraper, on va sur l'autoroute. 5 minutes après, je m'aperçois qu'elle est derrière moi. Donc bon, après je décroche, je pars à un autre endroit, j'appelle le client et je lui demande, mais votre femme, elle est suspicieuse ou quoi? Et en fait, de fil en aiguille, j'apprends que le client l'avait déjà fait suivre par d'autres même, détectives avant moi. Et avant de faire appel à des détectives, bah, il la suivait lui-même, et puis il demandait à des potes à lui de la suivre, et puis il lui avait mis une balise GPS sous la voiture. Et puis accessoirement, le père de la femme en question était flic. Donc on a tout arrêté. On a tout arrêté parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le mec ne cherchait pas des soupçons d'adultère, il harcelait littéralement sa femme. Et il cherchait à tout savoir sur elle, tout ce qu'elle faisait, à chaque instant, etc. Donc naturellement, bah, voilà, même dès le premier jour, on se fait griller. Avec un client comme ça, c'est inévitable. Tous les détectives sont autonomes ou alors il y a des grandes structures où il y a 1000 détectives et du coup c'est des bureaux de détectives? Alors, 1000 détectives, c'est à peu près le nombre de détectives qu'il y a en France. Donc, il n'y aura pas de grosses structures comme ça. Et effectivement, la plupart des détectives sont à leur compte. Il y a très peu de salariat dans la profession. Et quand on travaille en collaboration, bah voilà, c'est en sous-traitance, en contrat de collaboration. Mais la plupart sont à leur compte. Est-ce que sur les enquêtes qui sont souvent autour d'affaires amoureuses, etc., est-ce que la personne sur laquelle vous enquêtez, elle a souvent le profil du trompeur ou enfin, le profil type? Non. Mais alors, effectivement, c'est les profils à qui tu pourrais donner le bon Dieu sans confession, que tu imagines totalement innocent. On a eu des personnes qu'on suivait qui étaient des grands-pères de 80 ans et qui, en fait, allaient voir des prostituées ou alors, effectivement, avaient une double vie à côté et entretenaient une liaison avec une autre femme, etc. Parfois même, c'est des personnes qui en jouent auprès des juges, qui ont l'air tout gentils, mais qui, en fait, font vivre un calvaire à leur femme, à leur épouse. Nous, on a des clientes qui sont en pleurs dans notre bureau parce qu'elles se remettent elles-mêmes en question. Elles se disent « c'est de ma faute. Je suis allée voir un psy parce que c'est peut-être à cause de moi, je ne satisfais pas mon mari, etc. etc. » Pour leur faire comprendre que non, qu'il faut qu'elles se ressaisissent aussi et que s'il y a quelque chose qui ne va pas, soit elles en discutent effectivement et posent les choses avec leur époux, soit elles font les choses devant la justice, quoi. Et du coup, mise en situation, je soupçonne mon mec, donc pas mon mari, mon mec, de me tromper. Voilà, je t'appelle, voilà, j'y connais rien au détective. Je voudrais mener l'enquête, savoir s'il me trompe. Combien ça coûte et comment ça varie, le prix aussi, enfin tout ça. En général, les détectives, ça coûte entre 70 € et 110 € de l'heure. Oh. En fonction de l'ancienneté du cabinet, de s'il y a plusieurs agents, de la difficulté de la mission, de si c'est de nuit, si c'est... bref, ça dépend beaucoup de choses, mais ça varie sur cette fourchette-là. Donc, ça va te coûter peut-être 400 €. Ah ouais, autant que j'achète une perruque, en fait. 1000 détectives, c'est très peu. Comment ça se fait que c'est un métier aussi peu exercé? Parce que c'est pas connu. Moi, quand je parle de mon métier ou quand je me présente autant auprès de chefs d'entreprise que de particuliers, les premières réactions que j'ai, c'est « mais ça existe, vraiment ?»
Ou alors c'est vraiment légal, comme si on était encore des barbouzes, tu vois. Mais non, c'est trop peu connu. Et même toi et même beaucoup de personnes n'imaginent pas qu'il y a une formation universitaire pour devenir détective. On le sait pas. Quelles sont en général les demandes que tu reçois? Par qui? Est-ce que c'est par des organismes officiels, comme tu dis, donc par la justice, par la police? Ou est-ce que c'est plus par des particuliers qui vont vouloir régler des affaires personnelles? Ça fait partie des gros préjugés qu'il y a sur notre profession, c'est vrai. En fait, on intervient pour les particuliers et les entreprises. Soit eux directement nous mandatent, soit c'est leur avocat. Parfois même, on travaille avec des huissiers. Et en fait, ça va en justice parce que ça va être une décision de justice sur un divorce, par exemple. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on mandaterait un détective privé et pas un policier? Parce qu'on ne fait pas la même chose. Typiquement, le policier, t'imagines que lui, il fait du pénal. C'est-à-dire qu'il y a des crimes, il y a des délits, c'est lui qui va intervenir. Nous, on fait du civil et du commercial. C'est-à-dire que tu ne vas pas appeler la police pour une histoire d'adultère, tu ne vas pas appeler la police pour retrouver une personne disparue, tu vas pas appeler la police, une entreprise ne va pas appeler la police quand va y avoir des soupçons de concurrence déloyale, par exemple. En général, du coup, une demande entre le moment où tu reçois la demande et le moment où l'affaire est considérée comme résolue, ça dure combien de temps à peu près une enquête? C'est hyper variable. Donc, allez, on va dire en moyenne entre 2 à 4 semaines. 50% de notre travail, ça se passe dans la voiture à attendre. Un truc qui potentiellement n'arrivera jamais, mais à attendre. Sans pouvoir aller aux toilettes, sans pouvoir prendre le temps de sortir, s'acheter un sandwich ou quoi que ce soit, quoi. Dans ce travail, le fait de devoir suivre les gens, de faire des filatures, est-ce que c'est un peu comme dans les films où vous devez littéralement vous rendre invisible, vous déguiser, etc. ou je sais pas, avoir un journal avec 2 trous peut-être pour regarder la fin. Et est-ce que si c'est le cas, on vous apprend à le faire à l'école ou quoi, ou c'est vous de votre propre chef, ou est-ce que vous le faites carrément pas du tout? Ouais, on a des cours de travaux pratiques, on fait des trous dans des, dans des journaux. Putain, je t'ai refait, je le sais. Non, mais en fait, c'est pas totalement faux, parce que sans aller jusqu'aux journaux avec les trous, ouais, en formation de détective, c'est essentiellement du droit, hein, c'est des cours de droit, mais on a des cours de filature, à pied ou en voiture. D'ailleurs, pour la formation que j'ai faite, moi c'était en partenariat avec l'école de gendarmerie. Donc ouais, on a des cours de filature, en voiture, à pied, on nous apprend à être discret, on nous apprend à nous positionner comme il faut, de façon à pouvoir voir sans être vu. Bon, là on va parler post-pipi, mais aussi aller manger, etc. Comment tu fais pour déjà que personne ne te voit et pour être planqué, quoi? Alors, déjà on prépare tout avant une intervention. C'est-à-dire que, par exemple, on a eu des interventions en plein mois de décembre, à 5h du mat. On ne peut pas mettre le chauffage, on ne peut pas mettre la clim, donc on prépare des couvertures. On prépare une bouteille vide pour pouvoir évacuer. On prépare des sandwichs, des gâteaux, des beignets. Et voilà, on fait en sorte de manquer de rien pour pouvoir, en gros, vivre en mode ermite dans la voiture. Dans les enquêtes, vous mettez vraiment aussi personnellement dans le personnage. Ça veut dire que certains personnages ne peuvent pas convenir à certains détectives privés. C'est ça. Exactement. Pour le coup, donc on a des détectives hommes, des détectives femmes, des détectives plutôt street, des détectives qui sont très pointus sur tout ce qui va être plutôt histoire de l'art, etc. et qui vont pouvoir intervenir dans ces domaines-là. Des anciens policiers qui ont une carrure particulière et des petits jeunes qui viennent du monde de la cybersécurité et qui vont avoir ses connaissances plutôt sur ça. Du coup, chacun a ses compétences et si effectivement il faut intervenir dans une cité pour du shit ou alors justement pour de la vente aux blagues d'accessoires de mode un peu street, et ça va être certains confrères qu'on va appeler pour pouvoir faire ces scénarios-là. Je trouve que justement les violences conjugales c'est un problème sociétal et les femmes et justement les associations féministes, les mouvements féministes dénoncent beaucoup les limites de la justice face aux violences conjugales parce que c'est dans le cadre privé, parce qu'il n'y a pas de preuves matérielles, etc., etc. Donc je me demande pourquoi est-ce que ce serait pas systématique qu'on fasse appel justement à des détectives privés parce que les policiers ne peuvent pas se mettre à suivre un homme, par exemple, qui a une mesure d'éloignement, ou je sais pas, est-ce que vous, par exemple, vous pouvez constater qu'une femme, elle sort de chez elle, elle a des bleus de partout, elle a la pommette cassée, elle a le machin. Vous pouvez être très utile, j'imagine, dans ces affaires-là, donc est-ce que ce serait possible qu'un détective privé soit mandaté systématiquement dans ces situations-là? Alors non, pour plusieurs raisons. La première raison, elle est financière, déjà, puisque les détectives sont privés. T'imagines avoir du H24 pendant 6 mois à un détective, ça coûterait une somme énorme. Et puis pour la deuxième raison, c'est que voilà, tu l'as dit toi-même, on n'est pas médecin. C'est-à-dire que oui, si tu veux, on peut venir constater qu'il y a du bleu autour de son œil quand elle sort de chez elle, mais elle aurait beaucoup plus de facilité à aller voir un médecin qui l'ausculte et qui constate les hématomes, etc., qu'il peut y avoir dessus, et qui lui fasse un rapport écrit par rapport à ça. Dans votre métier, vous pensez que c'est plus facile d'être un détective homme ou femme? Femme. Pourquoi? Parce qu'on les soupçonne beaucoup moins
que les hommes, parce qu'elles sont beaucoup plus discrètes, parce qu'elles arrivent plus facilement à changer d'apparence. En se détachant les cheveux, en se teignant les cheveux, etc., que des hommes. Parce qu'on a souvent été habitué aussi à avoir des hommes détectives privés. Tout à fait. Même dans les films ou dans les choses comme ça, c'est souvent représenté par un homme. Oui, exactement. Quand tu es suivi par une femme, je pense pas que tu t'imagines que ça puisse être une détective privée. Dans le cadre de la vidéo qu'on est en train de tourner là avec Origine, est-ce que c'est pas contre-productif quant à ton métier de détective? Parce que du coup, maintenant que c'est un média qui est quasi worldwide, tout le monde va te reconnaître en disant « Ah, mais c'est lui qui a fait la vidéo Origine sur la détective ». C'est une bonne question qu'on me pose, mais très 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 souvent, notamment sur TikTok. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que l'objectif pour un détective, c'est de voir sans être vu. On est très rarement au contact de nos cibles. Quand on fait des filatures, qu'elles soient à pied ou en voiture, on est à distance, on est loin, surtout en voiture. Quand on va faire des recherches administratives, on n'est même pas sur le terrain, mais voilà. Et il faut se dire aussi que fondamentalement, les gens sont quand même relativement peu physionomistes. On voit beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Et je doute que dans la rue, comme ça, quelqu'un se retourne en se disant « Ah, c'est le détective !» Et quand bien même. Quelle est la mission la plus déroutante que vous avez pu faire? La mission la plus déroutante qu'on a eu à faire, c'est effectivement donc un client qui a fait appel à nous parce que toutes les nuits, vers 3 h du matin, il entend des bruits étranges. Il voit des flashs lumineux qu'il ne s'explique pas et certaines fois, il retrouve sa clôture qui est défoncée. Du coup, il nous demande d'intervenir, de venir vers 3 h du matin pour comprendre de quoi il s'agit. En l'occurrence, il vit dans une petite maison, dans un petit hameau, avec juste un cimetière à côté. Donc on y est allé avec ma consoeur qui effectivement se demandait si ça pouvait venir du cimetière ou pas. On y va à 3 h du matin et il n'y a rien, aucun bruit, aucune lumière. Et en revanche, on voit un moment un homme qui arrive dans le cimetière et qui ressort. Et en fait, cet homme, c'était le client qui, a priori, était somnambule. Quand on lui a dit, écoutez, on vous a vu à 3 h du matin, il a nié en bloc, il a dit mais non, c'est pas moi, c'est impossible, c'était pas moi, pourtant on avait les photos, etc. Et voilà, bref, ça s'est terminé, on a arrêté le dossier directement parce qu'on a compris que c'était un dossier un petit peu compliqué, mais voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser une enquête ou de refuser quelque chose parce que pour toi ça allait super loin ou que c'était tiré par les cheveux? Très souvent, et tu as entièrement raison dans ce que tu dis, c'est-à-dire que les personnes qui ont des problèmes psychologiques, qui souffrent de paranoïa notamment, par défaut, déjà c'est les personnes les plus propices à penser à un détective, et surtout, elles vont d'abord aller par exemple à la police, et en général, à la police, on va les envoyer balader et du coup, elles se rabattent sur les détectives privés. Donc on a régulièrement des appels, effectivement, de clients qui sont persuadés d'être suivis, qui entendent des bruits tous les jours. On a eu le cas d'une personne qui nous disait « Voilà, je suis persuadé que mon voisin du dessus vient asperger avec un pchit du caca sur ma porte. » Ah bâtard. Et je lui dis, écoutez, d'accord, est-ce que vous êtes allé porter plainte pour harcèlement ou pour dégradation, etc. Et ils me disent, oui, mais alors ils sont venus, mais ils n'ont rien senti sur la porte. Donc voilà. Ça m'a preuve olfactive. Wesh. Et au final, la cliente était persuadée que les policiers étaient dans le coup, que le voisin il connaissait bien la police, etc. Et voilà. Donc ils nous ont demandé d'intervenir. On est venu, on n'a rien senti non plus. Vous y êtes allé en mode état des lieux, caca cité sur la porte. C'est comment? Et non mais. En fait, on lui a proposé même de planquer dans la cage d'escalier pour voir le moment où le voisin viendrait pchiter du caca. Voilà. Sauf que le client nous dit, non, mais ils savent que vous êtes là, ils vont pas venir exprès ce jour-là, etc. Et en fait, il y a toujours une bonne excuse pour laquelle il se passe rien au final. Et le danger, quand on accepte ce genre de mission, c'est que soit on fait partie du complot, et dans ce cas-là, ensuite, ils viennent nous harceler, ou même ils nous citent en allant à la police en disant « Ah, j'ai fait appel à des détectives, mais ils me... » Voilà, donc ça, on n'a pas envie de ça. Soit, on peut aussi se retrouver attaqué pour abus de faiblesse, pour des personnes qui sont faibles psychologiquement, et nous, on cherche à leur soutirer de l'argent. On pourrait très bien leur dire « Ok, 2000 €, vous inquiétez pas, on va prouver qu'il n'y a rien. » Mais non, on fait pas. Donc ouais, il y a énormément de dossiers qu'on refuse comme ça. Et du coup, toi, parfois, est-ce que tu es face à des cas que tu n'arrives pas à résoudre? Oui, ça arrive. Alors, soit parce que justement, il n'y a rien, tout simplement. C'est-à-dire que je vais être missionné pour une enquête d'adultère, mais en fait, tout va bien. Soit parce que pour une recherche administrative, la personne est un fantôme ou qui a quitté la France, où on n'a aucune donnée
sur ça. Ou c'est une personne étrangère, justement, qui ne va pas avoir d'état civil en France et on va avoir du mal à retrouver sa trace. Et en général, pour pas que ça coûte trop cher aux clients, soit on abandonne, soit on leur dit de se tourner plutôt vers un détective dans tel ou tel pays où il pourra avoir plus de facilité. Et du coup, concrètement, vous travaillez plus pour les gentils ou les méchants, entre guillemets? Je crois que dans notre métier, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Il y a des gens qui jouent et qui perdent. Ça, c'était une punchline. Quelles sont les qualités requises pour être un bon détective et quels conseils est-ce que tu pourrais donner à toutes les personnes qui nous regardent et qui désirent être détectives? Sur les qualités, les premiers auxquels on pense, c'est il faut être curieux. Pour être détective, il faut être curieux. En fait, non. À mon sens, c'est pas du tout la principale qualité. Je dirais la patience, évidemment, mais surtout l'adaptabilité. Quelle que soit la situation, tu arrives à t'adapter. Tu arrives à avoir... supposons que tu te fais griller, tu puisses réussir à sortir un scénario fluidement pour expliquer pourquoi tu es là, pourquoi ça fait 4 heures que tu attends dans ta voiture à côté, pourquoi tu es en train de toquer à des portes dans un immeuble, etc. Que quand la cible, tout d'un coup, change de comportement, fait demi-tour, fait 3 fois le tour du rond-point, que tu puisses toujours t'adapter en te disant « Ok, comment je réagis là, tout de suite, maintenant ?» Pour moi, ça serait ça la principale qualité. Toi, avant de faire cette petite émission-là, qu'est-ce que tu imaginais quand on te dit détective privé? Pour toi, c'était quoi? C'est vrai que moi j'étais toujours un peu dans l'imaginaire, dans le côté le détective qui est toujours en filature, toujours déguisé, avec l'imperméable. Une casquette avec des trucs sur les oreilles, un poncho, une loupe. Avec un grand impair et derrière tu as des appareils photo. Non, j'ai aucune idée. Bah, avec la voix, de ce que j'ai pu interpréter, moi j'imagine qu'il est plutôt quelqu'un grand, assez élancé. Je dirais sans barbe, sans moustache. Je sais pas pourquoi j'imagine que si vous partez en filature, vous allez vous rajouter une moustache, donc j'imagine qu'il y en a pas. T'es là, t'es brun, mais pas brun trop foncé, t'es châtain. T'as peut-être une petite beubare. Vous êtes là, vous rigolez, donc soit je suis HS. Alors je ne remets pas en doute ta beauté, mais je pense qu'il faut avoir un profil un peu passe-partout pour se fondre dans la masse. J'imagine mal... un mec habillé tout en léopard ou avec une cape. Mais ouais, effectivement, j'ai aucune idée. Et qu'est-ce que tu imaginais sur la profession de détective avant de venir? Moi, franchement, très honnêtement, je pensais que ça concernait beaucoup plus les particuliers. Par définition, détective privé, je pensais vraiment que c'était majoritairement des histoires d'adultère, par définition. Derrière, il y a des vraies problématiques liées au droit, etc., que je n'imaginais pas. Et ça démystifie un peu le métier, qui est très peu exercé aujourd'hui. Donc maintenant, je vais me lever pour me présenter à Julien, pour qu'il voit un petit peu la réalité d'un détective. C'est parti. Voilà. Monsieur tout le monde brun avec T'avais entièrement raison. La petite barbe. T'avais carrément raison. Ah ouais. Je m'imaginais pas du tout ça. Enchanté. Je m'imaginais pas du tout. Non. Moi non plus, ceci dit. Ouais. Beau gosse, quoi. Tu pourrais être détective. Merci. Est-ce que tu me croiserais dans la rue? Est-ce que tu Non, pourrais te ouais, dire, c'est ça, pas du tout. C'est ce que les gens imaginent pas forcément. C'est vrai qu'on s'imagine quelqu'un de grand qui essaie d'être discret avec chapeau, lunettes, machin. En fait, non. Je pense que c'est aussi le côté des films souvent qui mettent des personnes grandes, élancées tout le temps. C'est ça. Moi, je suis petit. Voilà.